Bonjour à tous. La troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est tenue du 15 au 18 juillet à Beijing. Les concepts clés de cette réunion sont sans doute l'approfondissement global des réformes et l'avancement de la modernisation à la chinoise. CGTN français organise cette table ronde pour décrypter les démarches chinoises en vue de mettre en œuvre la modernisation avec ses propres façons. Alors pour commencer, je vous présente tout d'abord les invités qui sont avec nous. Margit Mornard, chef du bureau de la Chine au département économique de l'OCDE. Gilles Parissa, président de l'IPEM, International Private Equity Market. Sébastien Drochon, expert à l'Institut Schiller. Zhao Yongsheng, chercheur à l'Académie de l'économie ouverte de Chine de l'Université de commerce international et d'économie de Chine. Et Wang Kun, directeur du Centre d'études sur les échanges humains Chine-France de l'Université des langues étrangères de Pékin. Bienvenue à tous les cinq. Le concept de la modernisation à la chinoise a été soulevé pour la première fois en juillet 2021 lors du centenaire du PCC. Ce concept partage non seulement des points communs avec les autres pays, mais possède aussi des particularités chinoises basées sur les réalités concrètes. Alors, la première question s'adresse à M. Wang Kun. Quelles sont les particularités de la modernisation chinoise? Professeur Wang. Merci. Et les particularités de la modernisation à la chinoise sont certainement très concrètes. D'abord, cela s'implante dans la situation chinoise réelle. Premièrement, arrive la question de la démographie, une modernisation à une échelle démographique énorme qu'est la Chine. C'est une situation sans précédent, forcément très compliquée, et les voies de développement doivent nécessairement présenter leurs propres caractéristiques. Donc, deuxièmement, c'est une modernisation à la prospérité commune de tout le peuple, c'est-à-dire c'est déterminé par la nature du système du socialisme à la chinoise. Donc, il faut résoudre consciemment des problèmes, des écarts régionaux et les écarts entre les zones urbaines et rurales, etc. Donc, en Chine, nous avons nos propres problèmes à résoudre. Troisièmement, c'est une modernisation coordonnée entre la civilisation matérielle et spirituelle. Donc, il faut non seulement une abondance matérielle, mais aussi une richesse spirituelle afin de promouvoir l'enrichissement complet des choses et des personnes. Donc, quatrièmement, c'est une modernisation de l'harmonie entre l'homme et la nature, c'est-à-dire de s'engager fermement sur la voie de développement coordonné, civilisé et qui prend en considération la protection de l'environnement et la biodiversité. Et cinquièmement, c'est une modernisation avec un développement pacifique, donc c'est-à-dire d'insister sur le bénéfice mutuel et la victoire commune avec les autres pays du monde à travers notre coopération et de promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Ok, merci de votre intervention. La réforme est pour la Chine une force motrice fondamentale pour promouvoir la modernisation. Si l'on remonte dans le temps, les réformes et l'ouverture ont joué un rôle essentiel pour stimuler la croissance chinoise, surtout depuis ces 40 dernières années. Madame Margit Mornard, selon vous, comment la Chine pourrait-elle continuer de faire avancer les réformes et l'ouverture? Je pense que la Chine a pu atteindre son niveau actuel grâce aux réformes et à l'ouverture. J'étais en Chine dans les années 80, j'ai donc vécu la première décennie des réformes et d'ouverture. La Chine a d'abord agi par l'ouverture aux investissements étrangers et au commerce extérieur pour stimuler sa croissance. Je pense que les réformes et l'ouverture étaient une série des politiques qui ont commencé dans les années 70 et 80, et cela ne signifie pas que ces politiques sont terminées et qu'elles sont dépassées. Il existe encore de l'espace pour prendre des nouvelles mesures en ce qui concerne l'ouverture. Par exemple, nous avons quantifié les effets de certaines politiques économiques en termes des droits de douane. L'abaissement des droits de douane stimulera également le taux de croissance du PIB et la croissance économique, et à long terme, l'effet de la réduction tarifaire sera considérable. En termes d'investissements étrangers, les barrières à l'investissement étranger au cours des 10 dernières années ont été lentement abaissées, en particulier dans les secteurs financiers et bancaires. À l'heure actuelle, les restrictions chinoises aux investissements étrangers sont plus ou moins identiques à celles des pays de l'OCDE,
voire inférieure à celle de certains pays. Toutefois, il existe encore des domaines, tels que dans certaines industries du transport ou de la construction, dans lesquels il est possible de diminuer les restrictions aux investissements étrangers. Si les restrictions dans ces domaines sont réduites, cela aura un effet positif sur le PIB, et je pense donc qu'il y a encore la possibilité pour une plus grande ouverture dans ce domaine. Merci Madame, vous avez remarqué vos expériences dans les années 80, sachant que la modernisation chinoise consiste en une transformation sur tous les plans. Alors, professeur Zhao Yongsheng, comment la Chine promeut-elle l'évolution sociale à partir de la réforme du système économique? Merci de votre question pertinente. Oui, je suis parmi les étudiants des années 80. Vous savez que les années 80, c'était une borne kilométrique hein, dans l'histoire chinoise. C'était une période fascinante et inoubliable pour nous, les Chinois, surtout pour les Chinois qui ont vécu, hein, comme moi, qui ont vécu les années 80, qui évoluaient extrêmement vite. En effet, comme vous venez de dire, la modernisation à la chinoise consiste en une transformation sur tous les plans et la transformation de la réforme du système économique vers une évolution sociale. Alors, c'était à partir de 1978, hein, déjà la fin des années 90, que la Chine a démarré la réforme économique dans les régions rurales, les régions agricole. Et vers la fin des années 80 et le début des années 90, que la Chine a débuté la réforme aussi économique hein, dans des régions urbaines. Alors, de mon expérience et de mon observation, la transformation de l'économie vers la société s'est faite en Chine par deux canaux. L'un, c'était plutôt un canal naturel, veut dire que les habitants se sont enrichis économiquement et financièrement. Ensuite, l'évolution sociale est venue quasi automatiquement avec tout en oui, avec et tout en suivant l'accumulation de la richesse, des moyens financiers. Alors, en même temps, il faut reconnaître que ce genre de transformation sociale ne se passe pas toujours automatiquement. Alors, dans ce cas-là, une intervention administrative sera exigée des tas de disciplines, des tas de règlements, de stipulations, etc., ont été formulés et évolués graduellement, petit à petit, avec la croissance économique, avec l'évolution sociale et avec l'intervention administrative. Je vous remercie. D'accord, merci. Comme Madame Mornard et Monsieur Zhao viennent de souligner, l'évolution socio-économique de la Chine est largement liée aux réformes et à l'ouverture. Alors aujourd'hui, la Chine a lancé la stratégie de développement de qualité. Sébastien Drochon, selon vous, quels sont les efforts que la Chine a fournis pour atteindre ces objectifs? Eh bien, c'est justement une spécificité chinoise, cette idée de prospérité commune. Cette idée de développement en fait et d'ouverture, c'est quelque chose qui caractérise la politique chinoise depuis plusieurs décennies, mais particulièrement depuis les 10 dernières années avec les réformes menées principalement par Xi Jinping. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est animé par ce principe gagnant-gagnant, qui est un principe qui s'oppose complètement à l'idéologie, à la pensée colonialiste ou néocolonialiste que l'on voit principalement animer malheureusement aujourd'hui les politiques occidentales, mais qui est un principe que l'on a vu dans toutes les civilisations du monde à des périodes de l'histoire. Mais cette idée, à un moment donné, de principe d'avantage d'autrui, c'est quelque chose qui est en train de déterminer la dynamique, la politique d'ouverture et le développement, la modernisation de la Chine. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est très important d'avoir ce principe-là comme moteur d'une politique de développement à l'échelle de la Chine, mais aussi à l'échelle internationale. Et je voulais justement citer Xi Jinping, enfin du moins Xi Jinping qui, lors du discours des 70 ans de l'anniversaire des 5 principes de coexistence pacifique, qui s'est fait dernièrement, Xi Jinping justement cite un adage chinois
qu'il reprend et qui dit « L'homme de bonté garde à cœur le bien des autres et l'homme sage agit pour le bien des autres ». Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement propre à la Chine, c'est quelque chose qui est propre à l'humanité et c'est quelque chose sur lequel on doit prendre exemple. Et notamment Xi Jinping lui-même, je le cite, il dit « Dans un monde d'interdépendance, rechercher la sécurité absolue et exclusive pour soi-même mènera à l'impasse ». Donc il y a vraiment cette idée d'une communauté de principes qui anime cette politique chinoise. Et je crois que c'est le cœur même de cette politique de développement que l'on voit rayonner à travers les routes de la soie, l'initiative Une ceinture, une route. Merci, M. Daochong. Votre intervention est très intéressante. Bon, professeur Zhao Yongsheng, d'après vous, quel est le rôle du développement de qualité dans le processus de la modernisation chinoise? Et pourquoi la Chine attache aujourd'hui une grande importance à la qualité de sa croissance? Le développement économique chinois a débuté à partir de l'apprentissage, de la digestion et pourquoi pas copier-coller. Et dans cette période de la réforme préliminaire et du développement préliminaire aussi, c'était plutôt la quantité qui comptait. Alors, économiquement parlant, nous nous sommes plutôt focalisés sur la théorie de l'économie de quantité. Alors, et après 20 ans, après 30 ans de développement basé sur la quantité, l'économie chinoise s'est tournée ses yeux vers la qualité, ce qui appartient aussi à la loi générale de l'histoire de développement de différentes économies du monde dans l'histoire humaine. Alors, quand on parle de la quantité a priori, le premier facteur de cette économie basée sur la quantité, c'est la quantité avant la qualité. Bien sûr, la qualité était aussi importante, mais après la quantité. Alors, quand on parle de la qualité a priori, la première chose, c'est déjà très différente. Hein? C'est la valeur ajoutée, c'est la haute technologie. Et donc, bien sûr, la qualité, toujours, ça compte toujours, hein, parce que c'est étroitement lié avec le calcul du coût. Hein, c'est toujours important, mais on a déjà réalisé une escalade de la valeur de chaîne, des valeurs ajoutées. Donc, aujourd'hui, alors, je peux citer, par exemple, il y a l'économie digitale, l'économie de l'IA, l'intelligence artificielle. Et donc, la Chine et les États-Unis sont deux économies les plus avancées dans le domaine du numérique et de l'IA. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, donc, c'est plutôt les nouvelles énergies. Les nouvelles énergies, on dit l'économie du vert. Aussi, alors, c'est surtout la Chine et les États-Unis. Nous sommes les deux premières économies du vert, largement avant l'Union européenne. Donc, enfin, c'était pour le numérique ou l'IA et le vert, toutes ces deux économies, leur fondement, c'est la valeur ajoutée, c'est la qualité. C'est plus de qualité, plus de valeur ajoutée, plus de savoir. Donc, ça, c'est déjà très, très différent. À partir de la quantité vers la qualité, c'est ultra important pour la transformation sectorielle de l'économie chinoise et pour, alors si d'une manière plus générale, alors c'est de la réalisation on appelle la modernisation à la chinoise. Alors, M. Daochong, quels sont vos commentaires sur la portée mondiale de la modernisation à la chinoise? Je pense que la force de ce développement, la force de la Chine, vient principalement de son engagement à investir massivement dans les infrastructures de base. Vraiment les infrastructures qui font le fondement de l'économie physique. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut voir comme étant un effort énorme qui a été mené par la Chine depuis plusieurs années, mais là, ces 20-30 dernières années, c'est assez exceptionnel. On voit notamment cela à travers le développement fulgurant du réseau ferroviaire chinois. Vous savez, les Chinois ont 40 000 kilomètres aujourd'hui de chemin de fer à grande vitesse.
En France, on en compte 2800. Bon, voilà, c'est pas aussi comparable par rapport au territoire, mais, disons, voilà, il y a vraiment la dynamique continue pour la Chine. Un effort énorme aussi, et ça, c'est quelque chose de très important dans la formation des ingénieurs. La Chine forme 600 000 ingénieurs, jeunes ingénieurs par an. C'est presque 15 fois moins en France. Bon, après, pareil, hein, à proportion gardée, mais c'est quelque chose qui est significatif d'une vision de l'avenir que tous les peuples et toutes les nations devraient avoir et qui augure en fait des changements, pas seulement pour la Chine, mais pour le monde, de manière positive. Si, évidemment, on réussit à maintenir une architecture économique et de sécurité pacifique. Donc là, toute la question est de voir comment on change l'architecture du système monétaire pour pouvoir garantir que ces progrès technologiques et scientifiques puissent bénéficier à tout le monde. Monsieur Parissa, vous êtes président de l'IPEM. À partir de votre expérience professionnelle, comment évaluez-vous le niveau d'ouverture de la Chine aux investissements étrangers? Oui, bien sûr. Alors, le private equity est quelque chose qui se développe beaucoup avec la Chine. Nous avons déjà créé l'année dernière à Wuxi, au mois de novembre, la première édition de cet grand événement qui s'appelle IPEM, International Private Equity Market, qui réunit donc tout l'écosystème du private equity. C'est quelque chose qui se développe beaucoup sur le plan mondial et naturellement, entre la Chine et l'Europe, ça a pris une extension importante ces dernières années. Il y a les coopérations déjà avec les grands fonds chinois, CIC, Silk Road Fund, avec des coopérations avec des fonds européens comme Euraseo, comme Ardian, comme Tikehau. Ça, ce sont des opérations qui existent déjà depuis un certain temps. Maintenant, on va vers des opérations avec des fonds plus petits, mais qui développent beaucoup d'activités avec justement les petites et moyennes entreprises. Et c'est ça qui est le plus intéressant, de construire une relation entre les entreprises chinoises, petites et moyennes, et les entreprises européennes, petites et moyennes. C'est ça le gros sujet. Car il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a les grandes entreprises qui sont des entreprises internationales, mais ce qui fait marcher l'économie d'un pays, c'est bien sûr tout ce tissu de petites et de moyennes entreprises. Donc c'est ça notre sujet à l'IPEM, c'est d'amener les fonds avec ce qu'on appelle leur portefeuille. Les fonds, ils sont investis dans des portefeuilles, ils ont un portefeuille de sociétés, et justement, ils vont amener ces sociétés européennes à la rencontre des sociétés chinoises. Compte tenu des circonstances économiques et géopolitiques, comment la Chine pourrait-elle planifier des futures politiques afin de parvenir à un développement durable? Madame Mornard, quel est votre avis à ce sujet? Je pense que le plus important est d'adopter des politiques basées sur la prise en compte des tendances à long terme de la société chinoise. La tendance à long terme la plus importante à l'heure actuelle est le vieillissement, qui a commencé il y a quelques années, et certaines politiques peuvent ralentir ce processus, mais il est très difficile de l'arrêter. Ainsi, compte tenu du processus de vieillissement, il est important de réfléchir aux politiques à adopter à l'avenir. En outre, comme le PIB par habitant de la Chine se rapproche progressivement de celui des pays développés, cela signifie également que le taux de croissance économique de la Chine sera plus faible, ce qui est vrai pour tous les pays, en raison des revenus plus élevés. Afin d'éviter un déclin rapide de la croissance économique, certaines politiques structurelles doivent être adoptées, la bonne nouvelle étant qu'il y a encore beaucoup de place pour les politiques structurelles. Une autre question est celle des monopoles administratifs. Je pense que le problème le plus critique en Chine est celui des monopoles administratifs. Les monopoles administratifs se manifestent principalement au niveau local, c'est-à-dire certaines mesures de protection locale. Si ces monopoles administratifs sont retirés, cela devrait encore améliorer l'efficacité économique. Troisièmement, la proportion d'entreprises d'État peut être réduite dans certains secteurs concurrentiels, tels que le commerce de détail, le commerce de gros, la restauration et l'hôtellerie, ce qui, selon nos estimations, peut permettre d'atteindre une croissance à long terme de 1%, c'est-à-dire que le PIB par habitant augmentera de 1%. Alors, professeur Wang Kun, d'après vous, quel rôle la troisième session plénière du 20e comité central du PCC jouera-t-elle dans le processus de la modernisation en Chine? Et comment ce processus va-t-il modifier le pays? Oui, nous venons de constater la publication du communiqué du troisième plénière du 20e comité central du PCC. Donc, il faut dire que cela joue un rôle d'orientation qui est très important parce que, comme nous savons, en Chine, nous insistons sur la direction
du Parti communiste chinois qui offre une stabilité politique et assure la bonne orientation à la modernisation chinoise, dont notamment l'économie, parce que ce communiqué touche surtout le sujet du développement économique de la Chine. Donc, ce communiqué mentionne des éléments fondamentaux pour réaliser l'objectif de la modernisation à la chinoise, qui comprend 15 parties selon le communiqué et propose une 300aine de propositions sur la réforme. Donc, l'objectif principal général, c'est de poursuivre bien sûr l'amélioration et le développement du système socialiste à caractère chinois, mais en même temps de promouvoir la modernisation du pays et renforcer la capacité de gouvernance nationale. Et plus concrètement, donc nous constatons qu'il y a d'abord la volonté réaffirmée d'approfondir la réforme et l'ouverture de la Chine, c'est-à-dire de continuer à éliminer les obstacles institutionnels et stimuler la vitalité du marché et créativité sociale. Ça, c'est très important pour la Chine. Et en même temps, il faut créer un bon environnement international et élargir l'espace de développement. Et deuxièmement, il faut souligner que ce communiqué a mentionné la réforme du système économique qui prend comme un point de départ et l'objectif final la promotion de la justice sociale et le bien-être du peuple. Donc, ce qui renforce cette détermination du gouvernement chinois à travailler pour le développement économique du pays dans l'objectif de bénéficier le maximum de personnes que possible, ce qui colle effectivement à l'esprit de la modernisation chinoise, qui est une modernisation d'une grande population et qui bénéficie à chacun de cette population. Et ensuite, nous avons remarqué que ce communiqué a mentionné la promotion de la nouvelle force productrice de qualité, c'est-à-dire que nous soulignons l'innovation en Chine, l'innovation dans le sens de renforcer la capacité d'innover de façon autonome, ce qui nécessite de promouvoir l'éducation en vue du progrès scientifique et technologique et la modernisation de notre système industriel, c'est-à-dire que le développement simultané de la nouvelle industrialisation en Chine, en même temps que de la recherche, de l'informatisation, de l'urbanisation et de l'agriculture modernisée. Et en même temps, nous voyons que le communiqué mentionne la promotion de l'optimisation de la structure économique et le développement coordonné, qui est donc complété par la réforme sur le sujet de budget et des impôts et qui touche également l'élargissement de besoins internes et le développement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans la nouvelle force productrice de qualité. Et sur cette base de l'économie, donc de bénéfice général pour toute la population qui couvre le bien-être de la population, nous allons constater une élévation du niveau de vie de la population et la promotion de l'équité sociale et de la justice sociale. Donc, bien sûr, en développant l'économie, il ne faut pas oublier de renforcer la construction écologique civilisée, c'est-à-dire de réaliser une interaction positive entre le développement économique et la protection de notre environnement. Voilà. Merci, M. Wang Kun. Comme ce qu'on a cité tout à l'heure, la voie de la modernisation chinoise assure le développement de la Chine et profite aussi au reste du monde. On a des raisons à croire que cette voie sera de plus en plus vaste et prometteuse. Voilà, ainsi s'achève cette émission spéciale de CGTN français. Merci de l'avoir suivi. Merci nos invités. Au revoir.